La scène est figée dans la mémoire des habitants du comté de Hawthorne, en Géorgie, comme un souvenir qu'on préfère chuchoter plutôt que raconter. Une chaleur écrasante, lourde comme un couvercle de fer, s'abattait sur la région en ce mois de juillet 1854. La nuit tombait sans offrir de fraîcheur, et l'air vibrait d'une tension presque vivante, comme si quelque chose d'atroce se préparait. Sur la grande véranda de la plantation Black Ridge, des hommes riaient trop fort, leur verre de whisky levé sous la lumière vacillante des lampes à huile. On aurait pu croire à une soirée banale entre notables, mais leur enthousiasme avait quelque chose de sinistre, une jubilation presque malsaine. Parmi eux se tenait le maître des lieux, Archibald Mercer, un homme dans la trentaine, grand, osseux, au regard bleu comme du verre brisé. Son nom inspirait la crainte autant que le respect. Il dirigeait la plus vaste plantation du comté avec une sévérité froide, dépourvue de remords. On disait qu'il ne parlait jamais que pour ordonner et ne souriait jamais sans raison. Cette nuit-là, pourtant, il souriait. Les autres planteurs, tous propriétaires d'esclaves, buvaient, plaisantaient et lançaient des défis en se donnant des airs de rois de pacotille. Mais leur voix résonnait dans la nuit avec une fausse légèreté, comme si une voix invisible les observait derrière les arbres, prête à se souvenir de chaque mot. À un moment, un homme massif nommé Silas Hargrove, la barbe grise et l'haleine saturée d'alcool, posa son verre et désigna vaguement l'arrière de la maison. Il ne nomma pas la personne qu'il évoquait, il n'avait pas besoin de le faire. Il parle d'elle comme on parlerait d'un meuble trop encombrant. La cuisinière, la grosse, la négresse. Elle s'appelait Myriam, une femme noire, esclave depuis l'enfance, d'une corpulence impressionnante, la peau sombre comme du bois brûlé, le regard toujours baissé pour éviter les coups. Elle avait appris, au fil des années, à occuper le moins d'espace possible, comme si respirer trop fort risquait d'offenser quelqu'un. Les hommes savaient qu'elle écoutait parfois les conversations depuis la cuisine. Cela rendait leur moquerie plus savoureuse. Silas lança alors une phrase qui fit basculer la soirée dans quelque chose de plus dérangeant. Il défia Archibald Mercer non pas d'obtenir de l'argent, de conquérir des terres ou de battre un rival, mais d'épouser Myriam. Un vrai mariage, devant un vrai pasteur, devant toute la société blanche, et de la traiter comme une épouse durant au moins une année entière. En échange, une somme d'argent inimaginable et une partie des terres. Une fortune en un seul geste. L'espace d'un instant, la véranda devint silencieuse. Même les cigales semblèrent cesser de chanter. Dans l'air flottait quelque chose qui ressemblait à une présence. Les hommes attendaient. Ils espéraient qu'Archibald reculerait, parce qu'ils savaient que si quelqu'un comme lui acceptait un pari aussi monstrueux, personne n'en sortirait indemne. Puis il leva son verre avec un rictus glacé. Il accepta. Le rire qui éclata ensuite ne ressemblait plus tout à fait à de l'amusement. C'était nerveux, violent, presque hystérique. Comme si tous savaient qu'un piège venait d'être tendu non pas à Myriam, mais au monde lui-même. Cette nuit-là, personne ne pensa à ce qu'elle ressentirait. Personne ne pensa au poids de cette humiliation. Personne ne pensa aux conséquences. La lune, pourtant, éclairait la scène d'une lueur maladive, comme si elle seule comprenait que quelque chose d'invisible venait de s'éveiller. Archibald pénétra dans la cuisine lorsque la maison fut endormie. Myriam frottait des casseroles, les mains tremblantes, fatiguée, ses épaules arrondies par des années d'obéissance forcée. Elle sentit sa présence avant même qu'il ne parle. Il prononça son nom. Elle répondit avec la docilité d'un animal dressé. Elle n'osa pas lever les yeux. Puis il lui annonça son mariage. Pas comme une proposition, comme une sentence. Elle crut d'abord mal entendre, ses oreilles bourdonnant, ses mains devenant froides malgré la chaleur du four. Elle comprit que ce n'était pas un rêve, ni un cauchemar, mais quelque chose de pire. Un destin décidé sans elle, irrévocable, grotesque. Elle murmura qu'elle comprenait, parce qu'elle n'avait pas le droit de dire autre chose. Lorsqu'il quitta la pièce, il la laissa seule dans cette cuisine silencieuse. Mais dans ce silence, quelque chose vécut. La peur. Pas la peur habituelle, celle des coups ou des journées de travail. Une peur plus profonde. La peur d'être exposée, observée, ridiculisée devant des centaines de regards. La peur qu'on la transforme en spectacle. Elle tomba sur une chaise, ses larmes tombant seules, épaisses, lourdes, impossibles à retenir. Des larmes sans bruit, comme si elle avait peur qu'on les entende. Puis, dans ce gouffre, une pensée froide prit forme.
Une promesse intérieure, fragile comme une flamme dans le vent. Elle ne se laissera pas détruire. Une femme peut être réduite au silence, peut être enchaînée, peut être battue. Mais tant que son esprit refuse de plier, elle n'est pas vaincue. Les semaines avant le mariage furent un enfer étouffant. Toute la région en parlait. Les femmes blanches gloussaient derrière leurs éventails. Les hommes attendaient ce mariage comme un spectacle de cirque. La peur se propageait comme une maladie. Les esclaves murmuraient entre eux dans les cabanes, persuadés que ce mariage annonçait quelque chose de terrible. Personne ne comprenait pourquoi un maître ferait une chose pareille, mais tous savaient que rien de bon n'en sortirait. On force une couturière à confectionner une robe blanche pour Myriam. Une robe si lourde que la porter ressemblait à un supplice. En l'enfilant, Myriam eut l'impression d'être enterrée vivante sous un linceul. Le jour du mariage arriva. La chaleur était suffocante. On aurait dit que l'air lui-même refusait d'entrer dans les poumons. Plus de 200 personnes se rassemblèrent devant la maison. Des enfants, des politiciens, des planteurs, tous venus assister à ce qui n'était pas un mariage, mais une exécution sociale. Myriam avança lentement, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Elle n'entendait plus les rires, seulement un grondement lointain, comme le tonnerre avant une tempête. Arrivée devant l'autel, elle sentit la main d'Archibald saisir la sienne avec une froideur presque inhumaine. Elle sentit les yeux de l'assemblée peser sur sa peau comme 1000 aiguilles. Quand vint le baiser, il fut mécanique, glacial, presque cadavérique. L'assemblée éclata en applaudissements et en rires. Des applaudissements qui résonnaient comme des coups de fouet. Cette nuit-là, Archibald fit préparer une chambre pour elle dans l'aile des domestiques. Il lui annonça qu'elle resterait esclave dans tout sauf sur le papier. Elle accepta. Pas parce qu'elle l'acceptait moralement, mais parce qu'elle devait survivre. Les premières semaines du mariage ne furent qu'une procession d'humiliation. Myriam apparaissait aux côtés d'Archibald lors des dîners, comme un trophée monstrueux qu'on exposait pour faire frissonner les invités. On la pointait du regard, on plaisantait sur elle comme si elle n'était pas humaine. Elle servait à table, puis disparaissait dans la cuisine, comme un fantôme. Mais dans l'ombre, quelque chose commença à changer. Grâce à son statut d'épouse, elle eut accès à de meilleurs ingrédients. Des herbes rares, des viandes plus fraîches, des épices que seuls les riches pouvaient se procurer. La cuisine devint son royaume, et elle transforma ce royaume en arme. Les plats qu'elle préparait devinrent sublimes, étranges, inoubliables. Les invités revenaient, attirés par un désir qu'ils n'osaient pas nommer. Le goût. On venait d'abord pour rire, puis pour manger. Archibald observait cela en silence. L'admiration le traversait malgré lui, et cette admiration l'effrayait. Un soir, lors d'une grande réception, alors que la maison brillait de chandelles et que l'alcool transformait les langues en lames, une femme blanche, ivre, s'approcha de Myriam. Elle avait ce sourire qu'on porte lorsqu'on s'apprête à commettre un acte de cruauté sans retour. Elle l'humilia devant tout le monde. La salle se figea, suspendue. Les invités attendaient qu'on écrase Myriam comme un insecte, mais elle ne céda pas. Elle répondit d'une voix calme, posant une humiliation plus subtile, plus tranchante. Une humiliation qui fit rire certains invités pour de vrai. Archibald observa. Il aurait dû la punir. Il aurait voulu la punir. Mais il resta immobile, hanté par une sensation étrange. La peur de réaliser qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait voulu briser. Cette nuit-là, Myriam nettoyait la cuisine en silence lorsqu'il entra. Il lui dit qu'elle avait pris un risque. Elle lui répondit avec une audace froide qu'elle n'était pas un animal qu'on peut insulter sans réaction. Pour la première fois, il la regarda vraiment, et ce regard lui fit peur. Non pas peur d'elle, mais peur de lui-même, peur de ce qu'il devenait. Les mois suivants, une épidémie frappa les esclaves de la plantation. Archibald ordonna qu'on isole les malades dans des conditions misérables, en attendant qu'ils guérissent ou meurent. Un matin, il descendit déjeuner. La table était vide. La maison semblait soudain immense, trop silencieuse. Comme si quelqu'un avait ôté quelque chose de vital. Il apprit que Myriam avait abandonné la cuisine pour aller soigner les malades, sans permission. Il la trouva agenouillée dans une cabane glacée, entourée de gémissements, de toux, de corps délirants de fièvre. Elle nourrissait un homme moribond avec une tendresse que jamais lui-même n'avait reçue dans son enfance. Il voulut la punir. Il ouvrit la bouche. Puis il vit l'homme cracher du sang sur ses mains, et quelque chose se fissura en lui. Il capitula. Il lui donna couverture, bois, remède, viande. Elle transforma la cabane en hôpital improvisé.
Elle sauva des vies. 4 moururent malgré tout, et lorsqu'elle pleura, Archibald lui demanda pourquoi. Elle répondit qu'elle pleurait parce qu'elle était humaine, et qu'il ne pourrait jamais lui enlever ça. Ces mots restèrent dans la plantation comme un murmure persistant, un murmure qu'on n'arrivait plus à faire taire. Peu à peu, Archibald commença à l'écouter. Il frappa moins, il nourrit mieux. Il laissa Myriam réorganiser la gestion de la maison. Certains esclaves la regardaient avec admiration, d'autres avec peur. Ils ne savaient pas qu'à l'extérieur, ceux qui avaient parié contre lui observaient aussi. Ils voyaient son comportement changer, ils voyaient qu'il perdait de sa dureté, et la peur, cette fois, changea de camp. Les maîtres ne veulent pas de témoins de leur propre humanité. Alors une nuit sèche, alors que le vent soufflait en rafale et que les ombres s'étiraient comme des doigts sur le sol, un feu surgit dans les quartiers des esclaves. Les flammes prirent si vite qu'elles semblaient vivantes. Des cris éclatèrent dans la nuit. Des silhouettes couraient, trébuchant, hurlant pour leurs enfants, leurs parents, leurs frères. Myriam se précipita dans le brasier sans hésiter. Archibald la suivit. Ils sortirent des corps, encore et encore, jusqu'à ce que leurs vêtements soient brûlés, jusqu'à ce que la fumée dévore leurs poumons. Lorsqu'il tomba à genoux, Myriam posa ses mains sur son épaule, et dans son souffle épuisé, il comprit qu'il venait de franchir un point de non-retour. Plus tard, on découvrit que l'incendie avait été déclenché volontairement. Des traces de kérosène, des empreintes, un témoin silencieux. Ceux qui voulaient qu'Archibald reste un homme sans conscience avaient tenté de détruire ce qui l'humanisait. Pour la première fois, il comprit qu'en changeant, il s'était fait des ennemis. La peur était maintenant partout, dans l'air, dans les champs, dans les murs de la maison, dans les pensées. Ce n'était plus seulement la peur de mourir, c'était la peur de devenir quelqu'un d'irréversible. La peur de la vérité, la peur de ressentir. Et ce fut à ce moment-là, dans les cendres encore fumantes, que l'histoire, la vraie, commença vraiment. Quand le feu se tut enfin, il ne resta plus que les crépitements des braises, les sanglots étouffés et l'odeur épaisse de fumée et de chair brûlée qui s'accrochait à la nuit comme une malédiction. Le quartier des esclaves n'était plus qu'un amas de charpentes calcinées. Des silhouettes se tenaient debout, hébétées, noircies, le regard perdu. D'autres étaient à genoux, serrant contre elles des corps inertes qui ne répondraient plus jamais. La plantation Black Ridge, si fière et si ordonnée quelques heures plus tôt, était devenue un champ de ruines. Archibald Mercer se tenait au milieu de ce chaos, la chemise déchirée, le visage couvert de suie, les mains tremblantes. Il n'avait pas peur du feu, pas peur des cris. Il avait peur de ce qu'il venait de comprendre. Ceux qui avaient mis le feu n'avaient pas voulu brûler seulement des cabanes. Ils avaient voulu brûler l'idée même qu'un maître puisse changer. Myriam se tenait près de lui, haletante, sa robe déchirée par les flammes, des cloques rougies sur ses bras. Malgré la douleur, elle allait de personne en personne, rassurant, réconfortant, vérifiant les blessés, comme si sa propre souffrance ne comptait pas. Archibald la regardait, et plus il la regardait, plus le vertige grandissait. Pendant des années, il s'était cru maître absolu, centre d'un univers figé où les règles ne changeaient jamais. Et maintenant, il sentait ce monde se fissurer sous ses pieds. La peur ne venait plus des esclaves, ni des menaces extérieures. Elle venait de l'intérieur, de ce qu'il devenait, de ce que Myriam réveillait en lui. Les jours suivants, l'incendie sembla flotter au-dessus de la plantation comme un spectre. Chaque craquement de bois, chaque souffle de vent rappelait cette nuit-là. Les esclaves parlaient à voix basse, comme si le feu pouvait encore les entendre. Myriam s'épuisait à organiser des abris de fortune, des rations, des soins. Archibald ordonna qu'on reconstruise, mais il le fit avec une nervosité inhabituelle. Il n'était plus seulement en colère, il était traqué. Un soir, un jeune esclave vint frapper discrètement à la porte de son bureau. Il tremblait tellement que sa voix à peine audible semblait venir d'un autre monde. Il avait vu 2 hommes blancs cette nuit-là près des cabanes, portant des lanternes, versant un liquide au sol. Archibald posa des questions. Les descriptions ne laissaient aucun doute. Ces hommes n'étaient pas des inconnus. Ils appartenaient à Silas Hargrove, l'un des planteurs qui avait assisté au pari, l'un de ceux qui avaient tant ri le soir où tout avait commencé. Archibald sentit une froideur glisser le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une simple blague entre maîtres, c'étaient des menaces devenues actes. Le lendemain, à la tombée du jour, il se rendit chez Silas, sans prévenir, sans invitation.
La maison Hargrove baignait dans une lumière rassurante. Des domestiques entraient et sortaient, des rires s'échappèrent du salon. Mais à mesure qu'Archibald avançait, une tension invisible se glissait derrière les murs. Silas l'accueillit avec un sourire faux, trop large, trop poli. On parle du feu comme d'une tragédie lointaine, d'un malheur regrettable. Archibald finit par lâcher les mots. Il accusa, Silas nia, avec un calme presque inhumain. Puis, peu à peu, le masque glissa. Il l'accusa d'être devenu faible, d'avoir laissé une esclave, une femme noire, obèse, le transformer. Archibald sentit la colère monter, mais sous cette colère, il y avait autre chose. Une sorte de panique, comme si les paroles de Silas mettaient en lumière une vérité qu'il n'osait pas nommer. Il lança alors une phrase qui lui échappa, comme un secret qu'on arrache à sa poitrine. Et si Myriam valait plus que tous ces hommes réunis? Silas se figea, ses yeux écarquillés par un mélange de dégoût et d'incrédulité. À cet instant, quelque chose changea définitivement. Archibald venait de perdre son appartenance à leur monde. De retour à Blackridge, l'air semblait plus lourd que jamais. Myriam préparait un repas simple pour les esclaves qui avaient tout perdu dans l'incendie. La cuisine était silencieuse, mais cette fois, ce silence avait une autre couleur. Il n'était plus celui de la soumission, il était celui de l'attente. Archibald lui annonça la vérité. Le feu n'était pas un accident. Ceux qui se disaient à ses pairs avaient tenté de brûler ses esclaves, sa plantation et elle. Myriam l'écouta sans s'effondrer. Ses yeux se plissèrent, pas de surprise. Juste la confirmation d'une chose qu'elle ressentait déjà. Elle demanda ce qu'il comptait faire. La justice, la vraie, n'existait pas pour des esclaves. La loi n'écouterait pas la parole d'un noir contre celle d'un blanc respectable. Archibald répondit qu'il allait reconstruire. Mieux qu'avant. Et qu'il ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Mais il ajouta quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Il s'excusa. Pas des excuses vagues, pas des phrases creuses. Des excuses pour le pari, pour le mariage, pour l'avoir traité comme un objet, comme un monstre de foire. Myriam l'observa longuement. Il y avait dans son regard une fatigue ancienne, traversée par une lueur incertaine. Elle posa alors une main sur son épaule. « Les excuses, dit-elle, ne changent pas le passé, mais elles peuvent changer la direction du futur. » Les mois passèrent, et quelque chose d'étrange se produisit à Blackridge. Les cabanes furent reconstruites avec des fondations plus solides. Les toits ne fuyaient plus à chaque pluie. Les rations augmentèrent, les punitions diminuèrent. La plantation, toujours un lieu de servitude et de souffrance, devint malgré tout un endroit légèrement moins infernal. Myriam ne se contentait plus de cuisiner. Elle observait, elle conseillait, elle gérait. Archibald, sans vraiment l'avouer, s'appuyait sur elle. Le soir, il passait parfois par la cuisine non pour ordonner, mais pour parler. Il parlait de ses affaires, de ses difficultés, de ses souvenirs d'enfance marqués par un père dur comme la pierre. Un homme qui lui avait appris que la compassion n'était qu'une faiblesse. Myriam l'écoutait avec une attention inquiète. Elle lui disait que non, la compassion n'était pas une faiblesse. La vraie faiblesse, c'était d'avoir peur de voir l'autre comme un être humain. Ces conversations étaient dangereuses. À chaque mot, ils s'approchèrent d'une frontière invisible qu'aucun maître du Sud n'était censé franchir. La frontière entre domination et reconnaissance, entre possession et relation. De l'extérieur, pourtant, tout cela n'échappait pas à ceux qui surveillaient Blackridge. Les rumeurs se répandirent dans les autres plantations comme un poison. On disait qu'Archibald Mercer laissait trop de liberté à ses esclaves, qu'il écoutait son épouse noire, qu'il parlait parfois avec elle comme avec une égale. Ces murmures étaient de plus dangereux que des menaces claires, parce qu'ils portaient en eux la peur d'un monde qui change. Les hommes qui avaient lancé le pari décidèrent que cela suffisait. Ils envoyèrent des lettres. Ils exigèrent qu'Archibald respecte les termes de l'accord. Il avait épousé Myriam. Il l'avait gardée comme épouse durant une année entière. L'heure était venue de payer. Ils voulaient leur argent, leurs terres, leurs esclaves. Ils voulaient lui rappeler sa place. La lettre resta sur le bureau d'Archibald pendant une nuit entière. La flamme de la bougie projetait sur elle une ombre qui ressemblait presque à une main qui l'invitait à signer sa reddition. Au matin, il la brûla. Ce geste simple, cette feuille jetée dans la flamme, fut comme un point de rupture. Il venait de refuser publiquement ce qui liait encore son ancienne vie à la nouvelle. Quelques jours plus tard, Silas Hargrove et 2 autres planteurs se présentèrent à Blackridge, le visage fermé,
la colère contenue. Ils exigèrent le paiement. Ils parlèrent de contrats, de promesses, de paroles données. Archibald se tenait sur le perron, Myriam à ses côtés. C'était la première fois qu'elle apparaissait ainsi, visible, droite, non pas comme une servante effacée, mais comme un pilier, une présence. Il répondit calmement qu'il ne paierait pas, que ce pari était abject, qu'il refusait de le reconnaître comme légitime. Les hommes le traitèrent de fou, de traître à sa race, à sa classe, à sa propre vie. Ils le menacèrent de ruine, de boycott, d'isolement. Archibald ne recula pas. Il leur dit qu'il préférait perdre sa fortune plutôt que de sceller définitivement son âme dans la cruauté. Ils partirent en jurant qu'ils paieraient le prix, pas seulement en argent, mais en peur, en solitude, en exclusion. Quand le silence retomba, Myriam resta immobile un long moment. Puis elle lui dit qu'il venait de faire quelque chose de très dangereux, qu'ils allaient s'acharner sur lui, qu'il allait tout perdre. Archibald se tourna vers elle, et pour la première fois, il prit ses mains dans les siennes, en plein jour, sans se cacher. Il lui dit qu'il avait déjà tout perdu autrefois, qu'il avait perdu sa conscience, son humanité, sa capacité à ressentir, et qu'elle, en une année, lui avait rendu cela. Perdre de l'argent comparé à ça n'était rien. Les mots qu'il prononça ensuite firent vibrer quelque chose de terrifiant dans l'air. Il lui dit qu'il l'aimait. Myriam recula comme si une flamme venait de s'allumer devant elle. Elle lui répondit que ses sentiments, quels qu'ils soient, ne changeaient rien à une chose fondamentale. Elle restait son esclave. Son corps, sa vie, son destin lui appartenaient, légalement. Il pouvait la vendre, la donner, la punir. L'amour dans ces conditions n'était qu'une autre forme de possession. Archibald resta silencieux, frappé par la violence de cette vérité. Ce n'était pas une déclaration romantique. C'était un cri qu'elle avait retenu pendant des années. Elle lui dit que tant qu'il ne changerait pas cela, il ne ferait que repeindre ses chaînes avec des mots jolis. Il répondit simplement qu'il allait changer cela. Les jours suivants, quelque chose de presque inimaginable se produisit. Archibald se rendit chez un avocat venu du Nord, un homme discret qui, en Géorgie, marchait lui-même avec la peur au ventre. Il lui expliqua ce qu'il voulait, rendre sa liberté à Myriam. Pas en secret, pas à moitié, pas symboliquement, légalement. L'avocat le prévint, un affranchissement était déjà mal vu, mais affranchir son épouse noire, celle qu'on exhibait comme une plaisanterie, ce serait un scandale d'une rare violence. Les paroles de l'avocat glissèrent sur Archibald comme la pluie sur une pierre. Il avait déjà fait son choix, les papiers furent rédigés, chaque mot pesait. Chaque ligne comme une incision dans la peau de l'ordre établi. Le 20 août 1855, sous une chaleur lourde, Archibald rassembla tous les esclaves de Black Ridge dans la cour principale. La maison les observait, immobile, comme un spectre. L'air vibrait d'une inquiétude sourde. Myriam se tenait à ses côtés, ignorant encore ce qui allait être prononcé. Son cœur battait si fort qu'elle entendait presque son propre sang. Archibald lut l'acte d'une voix ferme. Il prononça son nom, puis ces mots, « Femme libre ». Un silence effrayant tomba. Personne n'osa bouger. C'était comme si la réalité hésitait à se mettre à jour. Puis, lentement, des mains commencèrent à applaudir. Hésitantes au début, puis plus fortes, plus nombreuses. Des sanglots jaillirent. Certains tombèrent à genoux, incapables de supporter ce qu'ils voyaient, une chaîne qui se brisait devant eux. Myriam sentit ses jambes se dérober. Elle s'agenouilla elle aussi, serrant contre elle le papier qui proclamait sa liberté. Ce n'était pas seulement un document, c'était la preuve écrite qu'elle n'était plus une chose. Archibald se pencha vers elle. Il lui dit qu'elle était libre de partir, qu'il ne la retiendrait pas, qu'elle pouvait quitter cette maison, ce lieu hanté par la souffrance, et ne jamais revenir. Elle leva vers lui un regard noyé de larmes. Elle lui demanda pourquoi il avait fait cela. Il répondit que l'amour sans liberté n'était que de la possession, et qu'elle méritait mieux. Le monde sembla retenir son souffle. Ce qui se jouait là n'était pas un simple choix. C'était le tournant d'une vie, et peut-être d'un destin plus vaste. Myriam aurait pu partir. Elle aurait pu disparaître, s'éloigner de Black Ridge, de son passé, de ses souvenirs. Elle resta silencieuse un long moment. Même le vent semblait s'être arrêté pour l'écouter. Puis elle dit qu'elle restait. Pas par obligation. Pas par manque d'options, pas par habitude. Elle restait parce qu'elle voulait voir jusqu'où cet homme irait, jusqu'où il serait prêt à sacrifier ce que le monde lui avait donné pour redevenir humain.
Ce soir-là, beaucoup d'esclaves ne dormirent pas. Ils se demandaient si ce qu'ils avaient vu était réel. Certains craignaient un piège, d'autres espéraient que ce soit un signe. La peur ne disparaissait pas. Elle était toujours là, nichée dans les cœurs, prête à ressurgir à la moindre menace. Mais elle cohabitait désormais avec autre chose, une possibilité. Les mois qui suivirent furent aussi sombres que promis. Les planteurs du comté boycottèrent Archibald. Ils refusèrent d'acheter son coton. Les banques fermèrent leurs portes devant lui. Les invitations cessèrent. On chuchotait son nom comme celui d'un fou, d'un traître, d'un homme à éviter. La maison Blackridge, jadis au centre de la vie sociale, devint une île assiégée. La peur d'être ruiné, cette peur matérielle, s'ajouta à toutes les autres. Archibald vendit des terres, réduisit son train de vie. Mais au lieu de se recroqueviller, il alla plus loin dans sa transformation. Il proposa aux esclaves de travailler contre un salaire minuscule, insultant aux yeux de ceux qui vivaient libres, mais immense pour ceux qui, la veille encore, n'étaient que des biens. Il ouvrit le soir une petite salle, un ancien débarras, où Myriam commença à apprendre aux enfants à lire et à écrire, en secret, derrière des portes fermées, à la lumière vacillante d'une lampe. Chaque lettre tracée sur une ardoise était un défi direct aux lois de la Géorgie. Dans ces nuits-là, la peur prenait une forme nouvelle. Ce n'était plus seulement la peur des coups. C'était la peur d'être découvert et séparé à jamais. La peur qu'un bruit de pas dans le couloir interrompe à tout jamais le mot qu'un enfant venait d'épeler pour la première fois. Myriam murmurait aux enfants de ne jamais répéter ce qui se passait là, de garder ce secret comme on garde une flamme fragile entre ses mains. Ils hochèrent la tête, les yeux grands ouverts, partagés entre l'angoisse et la joie. Dehors, le monde grondait. Des tensions grandissaient entre le Nord et le Sud. Les journaux parlaient d'abolitionnistes, de révoltes, de lois contestées. La guerre approchait, comme un orage encore lointain, mais dont on sent déjà l'électricité dans l'air. Une nuit d'automne, Archibald et Myriam s'assirent sur la véranda arrière, loin des regards. Les champs s'étendaient devant eux comme une mer noire, balayée par le vent. Elle lui dit que ce système ne pouvait pas durer, que l'esclavage tomberait, tôt ou tard, que tout le sang versé demanderait un prix. Il lui demanda ce qu'elle ferait lorsque ce moment viendrait. Elle répondit simplement « Je serai libre, pour de bon ». Peu de temps après, presque exactement 1 an après leur première union, Archibald lui proposa une chose qui ferait frissonner de rage ceux qui l'avaient jadis applaudi. Ils se présentèrent de nouveau devant un hôtel. Pas dans la grande pelouse, pas sous le regard moqueur de la haute société. Dans une petite salle plus modeste, entourée de quelques affranchis, de quelques rares blancs qui avaient choisi le camp de la justice plutôt que celui de la conformité. Cette fois, Myriam n'était plus une esclave qu'on traînait au bout d'un contrat. Elle était une femme libre qui choisissait d'être là. Archibald parla de tout ce qu'il avait été. Il ne se blanchit pas, il ne minimisa pas. Il parle des humiliations, du pari, du mépris, du feu. Il dit, devant tous, qu'il avait été un homme terrible et qu'elle avait déplacé quelque chose en lui qu'il croyait mort. Myriam, les yeux humides, ne lui offrit pas un pardon facile. Elle dit qu'elle ne pourrait jamais oublier, qu'il porterait toujours en lui les cicatrices de ce qu'il avait fait. Mais elle ajouta ceci, qu'elle avait vu l'homme qu'il pouvait être lorsqu'il choisissait l'amour plutôt que la peur. Ce n'était pas un conte de fées. Il n'y eut pas de musique triomphante, pas de fin parfaite. Juste 2 êtres humains, debout au milieu des ruines d'un système monstrueux, essayant de marcher dans une autre direction. La guerre éclata quelques années plus tard. Archibald refusa de se battre pour la cause esclavagiste. On le traita de traître, on l'arrêta, on l'enferma. Pendant ces années de prison, Myriam tint bon. Elle fit de Blackridge un refuge pour ceux qui n'avaient plus rien. Elle accueillit des anciens esclaves, leur offrit un toit, un peu de travail, un peu d'instruction, beaucoup de dignité. Quand la guerre prit fin et que l'esclavage fut officiellement aboli, la plantation Blackridge était méconnaissable. Ce n'était plus seulement un lieu de mémoire, mais un lieu de reconstruction. Archibald revint brisé, vieilli, amaigri, le corps marqué par les privations. Mais dans ses yeux, il y avait une paix qu'il n'avait jamais connue. Il savait qu'il ne pourrait pas réparer tout le mal qu'il avait causé. Personne ne le peut. Mais il pouvait consacrer ce qu'il lui restait de vie à essayer. Lorsqu'il mourut, des années plus tard, Myriam était à ses côtés. Il ne partit pas en maître. Il partit en homme qui, tardivement, avait essayé de redevenir humain.
Myriam survécut encore longtemps. Elle devint une figure respectée dans la nouvelle communauté noire de la région. Des jeunes venaient à l'écouter, assis sur des bancs rudimentaires, suspendus à ses paroles. Elle racontait son histoire sans chercher à l'adoucir. Elle ne présentait pas Archibald comme un héros. Elle le présentait comme ce qu'il avait été, un homme capable du pire puis capable de mieux. On lui demandait souvent si elle lui avait pardonné. Elle marquait une longue pause. Le silence devenait alors presque insupportable. On sentait chaque cœur dans la pièce battre un peu plus fort. Elle répondait que le pardon était compliqué, qu'on ne peut pas effacer les années d'humiliation, ni les nuits de peur, ni les cicatrices invisibles laissées dans l'esprit, mais qu'on peut reconnaître quand quelqu'un essaie vraiment de changer, et que parfois, dans ce monde qui nous pousse à la haine, le simple fait d'essayer d'être meilleur est déjà une forme de miracle. Si tu entends encore ces mots, imagine la même image fixe, une vieille maison de plantation, figée sous un ciel pesant, des champs qui semblent vides, mais où restent les échos des cris, des rires, des serments, des pleurs. L'histoire de Myriam et d'Archibald ne te demande pas de les aimer, elle ne te demande pas de les excuser. Elle te demande autre chose, beaucoup plus dérangeant. Te demander jusqu'où toi, tu serais prêt à aller pour ne plus être complice d'un monde injuste. Ce qui fait le plus peur, ce n'est peut-être pas le feu, ni les chaînes, ni les menaces. Ce qui fait le plus peur, c'est de regarder en face ce que nous avons accepté trop longtemps. Parce que la vraie horreur, parfois, ce n'est pas ce que les autres nous font, c'est ce que nous avons laissé faire. Et l'infime, fragile possibilité de ne plus jamais fermer les yeux.